Bonjour à tous, quatrième vidéo de cours sur le complément du cours de système embarqué. Et après avoir parlé de l'UART, on va parler d'un autre protocole de communication qui est très utile dans l'industrie et de manière générale pour les capteurs, qui est le protocole I2C. I2C étant l'acronyme de Inter-Integrated Circuit, sous-entendu Inter-Integrated Circuit Protocol, donc protocole de communication entre différents circuits intégrés. Alors, ce protocole de communication, comme pour l'UART, on va d'abord le décomposer pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, d'abord, c'est également un protocole de communication qui est numérique, donc les signaux qui vont être transmis, ça va être des signaux numériques. Comme l'UART, il est en mode série, donc on envoie les données les unes après les autres, et on n'a pas plusieurs fils en parallèle. Par contre, petit point de différence, lui, il est en mode bus, il n'est pas en mode point à point. On va voir ce que ça donne sur la slide suivante, ce que c'est cette histoire de bus. Contrairement à l'UART, il n'est pas full duplex, lui il est half duplex, c'est-à-dire que si vous avez deux périphériques qui communiquent ensemble en I2C, il y en a un qui va parler pendant que l'autre va écouter, et ensuite l'autre va éventuellement parler pendant que le premier écoute. Mais ils ne peuvent pas communiquer les deux en même temps. On va parler de trames qui sont encapsulées, donc là aussi encore une différence. Les données I2C, les données sur l'UART sont des données brutes, on balance que les données. Éventuellement, si on veut pinailler un peu, on rajoute un bit de parité qui n'est pas tout à fait une donnée, mais voilà, mais globalement c'est des données. Là, c'est une trame qui est encapsulée, c'est-à-dire que la trame, les données qu'on va envoyer, doivent être envoyées dans un certain format avec différents éléments, un en tête, etc., etc. C'est de la transmission qui est synchrone, donc là aussi une différence avec l'UART. Pour l'UART, on avait parlé de transmission isochrone, là on a une transmission qui est synchrone, c'est-à-dire que les données sont transmises, mais en parallèle est également transmise l'horloge qui sert à lire les données. C'est un protocole qui a priori est non vérifié, qui est non crypté, et en termes de baud rate, ça dépend de la version qu'on a, on va de 100 kilobits par seconde à plusieurs mégabits par seconde. Et le nombre de bits par trame est variable, donc pour l'UART c'était entre 5 et 9, là ça peut être beaucoup plus large, ça dépend vraiment du protocole de communication et c'est propre à chaque composant. Donc voilà pour les caractéristiques. Donc on a parlé d'une architecture en bus qui est différente d'une architecture point à point. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bus, ça va être en fait ces deux fils là, ici SDA et SCL. SDA, c'est l'acronyme de Serial Data. SCL, c'est Serial Clock. Et donc la communication, elle va passer par ces deux fils-là, mais c'est une communication en mode bus, c'est-à-dire qu'en fait, ces deux fils-là vont être partagés par l'ensemble des composants qui vont communiquer en I2C. Et qu'ils aient le rôle de maître ou le rôle d'esclave, ils vont partager ces mêmes fils. Donc du coup, voilà, vous allez avoir deux lignes, SDA et SCL. SCL pour balancer l'horloge, SDA pour balancer les données, et tout le monde va voir ces données en même temps, en parallèle. Donc quand quelqu'un va communiquer en I2C, tout le monde va voir les bits passer. Alors petite spécificité, quand on est en mode bus comme ça, on fait ce que normalement on n'a pas le droit de faire en électronique, c'est-à-dire qu'on va relier des sorties ensemble, parce que potentiellement le S-Clock ou le SDA, chacun peut écrire dessus. D'accord ? Chaque élément ici, chaque composant ici est susceptible d'écrire sur SDA. Donc on fait ce que je vous avais interdit de faire quand on n'a pas d'électronique programmable, c'est-à-dire on prend un même fil et on le connecte à plusieurs sorties. Alors on peut se le permettre quand on fait du protocole I2C, et de manière générale quand on fait des bus de communication de ce type-là, on peut toujours se le permettre parce qu'on prend les protections nécessaires. Et les protections nécessaires, c'est que en gros ici, à la sortie, vous avez deux états possibles. Alors c'est d'habitude sur un composant numérique, les deux états possibles c'est 0 ou 1, d'accord ? Et quand on fait des bus comme ça, les deux états possibles, c'est 0, mais à la place de 1, ça va être un état non connecté. Donc en gros, soit lui, il impose un 0 sur SDA, soit il se déconnecte de SDA. Et pour que on ait quand même une valeur par défaut, parce que sinon, si tous les composants sont en quelque sorte à 1 ici,
ils se déconnectent tous de SDA. Pour qu'on ait quand même une valeur par défaut, on va rajouter ici des résistances, qui sont des résistances qu'on appelle des résistances de pull-up. Pull-up, comme son nom l'indique, c'est tirer vers le haut. Ça permet de tirer en fait ce fil-là vers le haut. Donc soit tout le monde est déconnecté, ce fil-là est à 1, soit il y a au moins un des maîtres ou un des esclaves qui veut imposer un 0, et dans ce cas-là, ce fil-là est à 0. Donc ça fait une espèce de... ça a un petit peu le rôle de porte hand, entre guillemets, une porte hand câblée ici, dans le sens où ben voilà, il faut que tout le monde soit d'accord pour dire que la ligne est à 1 pour qu'elle soit réellement à 1. Dès lors qu'il y a un qui va dire que la ligne est à 0, elle sera à 0. Donc si vous avez encore quelques petites réminiscences de VHDL, là typiquement on va dire que SDA, si on le code en tant que STD logique, va pouvoir être dans deux états. C'est soit l'état 0, soit le fameux état high, l'état résistif. Si vous vous souvenez plus du VHDL, que vous avez déjà fait un reset, oubliez ce que je viens de dire. Mais si vous vous souvenez un tout petit peu de la notion de STD logique, on avait défini 9 niveaux. Et on avait dit il y a des niveaux forts et des niveaux faibles. Ben là typiquement on a un niveau fort qui est 0 et un niveau faible qui est high. Donc ça évite les conflits électriques. Hein. Le fait d'avoir ça, c'est simplement pour éviter des conflits électriques qui seraient, par exemple, le maître 1 décide de mettre à 0, le maître 2 décide de mettre à 1, pouf, j'ai un court-circuit. Là, on évite ça. En termes de protocole de communication, donc la communication entre le maître et l'esclave, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le premier truc, c'est que la communication est toujours synchronisée par S-Clock. Donc c'est S-Clock qui indique à quel moment il faut venir récupérer les données. Important, sur le bus I2C, la communication est toujours à l'initiative du maître. Donc le bus I2C n'a aucun mécanisme pour qu'un esclave puisse initier une communication. Si l'esclave a des données à transmettre au maître, c'est forcément à l'initiative du maître. C'est-à-dire que c'est le maître qui va interroger l'esclave et non pas l'esclave qui se manifeste. Voilà. Alors, il peut y avoir plusieurs maîtres. Hein, donc un composant peut tantôt jouer le rôle de maître, tantôt jouer le rôle d'esclave. Mais s'il n'a pas la possibilité de prendre le rôle de maître, c'est jamais lui qui va initier la communication. La communication commence par un bit de start. Donc un bit de start, ça se matérialise comme ça. C'est quand SDA passe de 1 à 0 pendant que S-Clock est à 1. Sinon, le reste du temps, les changements sur SDA se feront toujours quand S-Clock est à 0. Voilà, donc le seul moment, en fait, dans la trame, les deux seuls moments dans la trame I2C où normalement le start et le stop, enfin les seuls moments pardon, dans la trame I2C où le SDA va changer quand le SCL est à 1, c'est soit sur le bit start où il va passer de 1 à 0, soit sur le bit stop où il va passer de 0 à 1. Et encore une fois, le reste du temps, les changements se font forcément sur les fronts descendants de S-Clock. Donc ça c'est pour le bit de start. Ensuite, après le bit de start, on va avoir 7 bits qui vont être en fait l'adresse. En fait, c'est un octet qui est composé de 7 bits d'adresse plus un bit de read-write. Donc l'adresse, c'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ici vous voyez que tout le monde va voir la trame I2C, mais a priori il n'y a qu'un seul élément, il n'y a qu'un seul périphérique qui est concerné par cette trame I2C. Donc comme tout le monde va voir la trame, tout le monde va lire cette adresse, et il y en a qu'un qui va se dire « Ah tiens, cette adresse c'est la mienne », et donc il va se sentir concerné. Les autres ils vont se dire « Bon, je connais pas cette adresse, c'est pas la mienne, donc je me sens pas concerné ». Et ça termine par un bit de read-write, parce que comme je le disais, la communication est toujours à l'initiative du maître, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas interroger l'esclave. Donc si le maître veut communiquer un truc à l'esclave, il va se mettre en mode write, et donc du coup l'esclave il sait qu'il n'a rien à faire à part à écouter. Sinon le maître peut se mettre en mode read, et dans ce cas là en fait le maître il va envoyer quelque chose, il va envoyer une commande où il va simplement demander à l'esclave de lui répondre. Ensuite, le protocole de communication, il est déterminé par l'esclave. Hein, voilà, c'est une trame de données avec un nombre prédéterminé de bits. Alors, c'est toujours des séries de 8 bits qui peuvent être soit en écriture, soit en lecture, soit un mix des deux. Par exemple, je vais adresser le composant numéro tant. Ensuite, l'octet suivant, ça va être de nouveau le maître qui va l'envoyer pour donner une commande. Par exemple, donne-moi la température, qui peut être une commande. Et ensuite, l'esclave qui va répondre avec la valeur de température.
Et si la valeur de température est codée sur 16 bits, bah, il va tout simplement envoyer 2 trames consécutives de 8 bits. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être en écriture ou en lecture. Par contre, à chaque fois après chaque série de 8 bits, pour être sûr en fait qu'on n'a pas perdu la communication, il y a un signal d'acknowledgement qui est envoyé par l'esclave. Et le signal d'acknowledgement, c'est tout simplement, on met SDA, le maître met SDA, le maître envoie un dernier coup d'horloge, donc il va envoyer les 8 bits, l'un derrière l'autre, puis il va renvoyer un coup d'horloge, et il s'attend à ce qu'au moment de ce coup d'horloge, le SDA soit 0. Donc c'est en fait ça que l'acknowledgement, c'est en fait l'esclave ici. Il va envoyer SLOC, il va mettre SDA 1, donc il va se déconnecter et il va attendre de voir ce qui se passe sur SDA. Si le SDA passe à 0, c'est que le périphérique qui est concerné a en fait acquitté de la réception de la trame en se mettant à 0. Voilà. Si c'est pas le cas, comme ici, là on a le SCLOC, le SDA est à 1. On sait que la trame a été perdue, ou en tout cas on sait qu'aucun des périphériques esclaves ne s'est senti concerné et n'a écouté ce que voulait dire le maître. Et donc ça termine par un bit de stop. À la fin, on a un petit bit de stop comme ça qui est l'inverse du bit de start. J'en ai déjà parlé. Au niveau de l'adresse, donc on a parlé, il y a 7 bits d'adresse. Alors au niveau de l'adresse, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque composant a sa propre adresse. Donc chaque composant va avoir une adresse déterminée. Alors au début, au protocole I2C, on avait commencé à attribuer une adresse à chaque type de composant, à chaque famille de composants. Par contre, par exemple, tel capteur de température aura toujours l'adresse 42, tel capteur aura toujours l'adresse 57, etc., etc. Sauf que c'est venu assez vite limitatif, parce que là on parle de 7 bits, donc adressage sur 7 bits. Ça veut dire en gros 128 adresses possibles. Et donc, assez rapidement, le protocole I2C s'est développé et il y a eu beaucoup plus de composants en fait que d'adresses disponibles. Donc ensuite, la plupart du temps, on a créé, on a créé 2 mécanismes qui ont permis un peu de diversifier les adresses. Le premier, ça a été de passer sur 10 bits, donc il y a un mode d'adressage étendu sur 10 bits. Et l'autre possibilité, c'est de configurer l'adresse I2C. Alors, soit avec des pins externes. Donc, on va par exemple avoir 2-3 pins pour fixer les bits de poids faibles de l'adresse. Ça, c'est possible. Ça permet par exemple, si vous voulez mettre 4 fois le même capteur de température sur le même bus I2C, il ne faut pas que les 4 capteurs de température aient la même adresse. Voilà. Mais maintenant, ce qui se fait de plus en plus, c'est qu'on a une espèce de... Le composant, il a une adresse par défaut. Et le microcontrôleur, il peut envoyer une trame à cette adresse par défaut avec une commande spécifique pour changer l'adresse. Donc on peut changer l'adresse individuellement de chacun des composants à partir de son adresse par défaut. Et donc ça c'est plutôt cool parce que ça permet effectivement encore une fois d'utiliser toute la plage d'adresse. Mais bon, on est limité à 128 quand même, sauf si on passe sur le mode d'adressage étendu sur 10 bits. Et le mode d'adressage étendu sur 10 bits, ça consiste à envoyer en gros 2 trames d'adresse. Une première trame d'adresse qui commence par 11110 obligatoirement, et ensuite les 2 bits de poids fort de l'adresse, puis on renvoie dans la deuxième trame les 8 bits de poids faible de l'adresse. Voilà comment ça se fait en mode étendu. Alors quelques exemples de composants. Un très classique, c'est le capteur de température LM75, qui est un des capteurs de température les plus simples, les plus utilisés. Donc vous voyez que ce capteur là, donc ça c'est la doc du capteur, vous voyez qu'on a bien l'interface I2C, ici SDA et SCL. L'adresse du capteur, c'est quoi? C'est 1001 et ensuite A2, A1, A0. A2, A1, A0, c'est quoi? C'est les pattes que vous retrouvez là, que vous pouvez mettre à 1 ou à 0. Et donc ça fixe une adresse. Donc en gros, sur le capteur de température, il y a 8 adresses possibles qui peuvent être fixées par les valeurs de A0, A1 et A2. Donc en gros, ça veut dire que sur le même bus I2C, vous pouvez mettre jusqu'à 8 capteurs de température, jusqu'à 8 LM35, en leur filant à chacun une adresse différente. Donc en configurant différemment à chaque fois ces 3 pins-là, on s'en sort. Et donc voilà, donc on retrouve ici la vue externe, SDSL, l'interface, puis les bits d'adresse. Et puis ça c'est la communication, ça c'est comment marche la communication, donc l'interface I2C,
Ensuite, vous envoyez un pointeur, donc ça c'est les différents registres du capteur de température. Le capteur de température, il a plusieurs registres. Il a la valeur du capteur, la valeur de la température lui-même. Il y a des possibilités de fixer des températures de contrôle. Donc là, vous avez un signal de contrôle, par exemple. Ce signal de contrôle passe à 0 ou à 1 quand la température passe au-dessus d'une certaine valeur. Donc cette valeur peut être fixée par la liaison I2C, etc., etc. Donc en fonction de ce qu'on écrit dans le pointer bit ici, donc on va interpréter le pointer bit et vous voyez qu'il y a 4 possibilités. Si le pointer bit c'est que des zéros, ça veut dire qu'on fait un read-only de la température. Si le pointer bit c'est 0, 0, que des 0 et 0, 1, vous voyez qu'on peut juste fixer, il y a 6 zéros et on peut fixer les deux derniers bits. Donc si c'est 0, 1, c'est un read and write et on va changer la configuration du capteur. Si c'est un 0, 0, 1, 0, on va fixer la valeur de seuil pour cette sortie-là. Et si c'est 1, 1, on va fixer encore un autre registre. Donc vous avez le bus d'adresse, enfin les bits d'adresse du capteur, suivi du pointer d'un octet pour le pointeur, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire de ce capteur, est-ce qu'on veut lire une température, est-ce qu'on veut changer sa configuration. Suivi éventuellement d'autres données, donc ça dépend ce qu'on fait. Si par exemple on change la configuration, ensuite ce qu'on va écrire, on va envoyer un troisième octet derrière qui va être le contenu du registre de configuration. Donc on va modifier les bits du registre de configuration. Dernière chose, on a dit que c'était un bus, donc un bus multimètre, ça implique risque de conflit. Alors certes, les périphériques n'ont pas le droit de parler si le maître ne les a pas autorisés, mais comme on peut être en multimètre, on peut imaginer que plusieurs maîtres se décident à parler en même temps. Alors souvent, quand on a des bus de communication, si on veut éviter les conflits, on est obligé d'utiliser un composant qui s'appelle un arbitreur de bus. Donc l'arbitreur de bus, c'est celui en fait c'est un peu le chef, c'est celui qui va donner la parole. Et donc si vous voulez prendre la parole, vous demandez à l'arbitreur de bus, est-ce que je peux prendre la parole? Lui, il sait si quelqu'un est déjà en train de parler ou pas. Si quelqu'un est déjà en train de parler, il dit non, attends. Si personne n'est en train de parler, il va dire ouais, vas-y, tu peux y aller. Là, le bus I2C, il est un peu particulier dans le sens où il est auto-arbitré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un arbitreur externe. Simplement, la manière dont sont construites les trames I2C fait qu'il y a un arbitrage qui se fait tout seul. Alors, les conflits électriques, on en a déjà parlé. On utilise des collecteurs ouverts et du coup on a des 1 résistifs, donc du coup on n'a pas de... le 1 résistif c'est le H en VHDL, hein. J'arrête de parler de VHDL, mais voilà, c'est le H en VHDL. Donc ça évite les conflits électriques. Et puis après les conflits logiques, comment on les gère? Et bien tout simplement on va dire en gens bien éduqués, c'est-à-dire que avant de prendre la parole, il y a une phase d'écoute. C'est-à-dire avant de commencer à vouloir communiquer, normalement le maître il va écouter ce qui se passe sur le bus pendant un certain temps. Voilà. Si il détecte que le bus est occupé, bah, il va se taire, il n'est pas prioritaire. Si pendant cette phase d'écoute il se rend compte que le bus est dispo, bah, il va commencer sa communication. Ce qui peut arriver, c'est que deux périphériques fassent cette phase d'écoute en même temps. Les deux se rendent compte que finalement personne n'est en train de parler, que le bus est dispo, paf, ils commencent leur communication en même temps. Donc on a encore ce petit risque de conflit. Et ce risque de conflit est géré par une écoute du bus pendant la phase d'écriture. Donc pendant qu'un périphérique écrit sur le bus, il écoute en parallèle ce qu'il y a sur le bus. Et là, vous allez pouvoir voir des mismatchs, puisque de temps en temps, il va vouloir écrire un 1, mais si parmi les autres composants, en même temps, il y a quelqu'un qui veut écrire un 0, il va se dire « Ah, là, il y a un problème. J'ai essayé d'écrire un 1, et ce que je lis sur le bus, c'est un 0. » Et s'il se rend compte de ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se tait tout simplement, immédiatement. Il arrête de communiquer, parce qu'il va se dire « Ok, il y a quelqu'un d'autre qui communique. Je m'en suis rendu compte. » Lui, il s'en est pas rendu compte parce que lui, il a voulu écrire un 0 et il lit un 0. Donc lui, il s'est même pas rendu compte qu'il y avait un mismatch. Par contre, moi, je m'en suis rendu compte. Bah, qu'est-ce que je fais? Je me tais. J'attends qu'il ait fini. Je me remets en écoute. Et quand j'aurai écouté assez longtemps pour me convaincre que plus personne ne veut parler, je vais pouvoir me mettre moi-même à parler.
Donc, le corollaire de ça, qui est un peu subtil à déduire, mais quand on repense à la trame I2C qui était là, on avait dit que la trame, elle commence forcément par des adresses. Ici, on a dit que celui qui veut écrire un 1, c'est celui qui se rend compte qu'il a fait une erreur. Comme les adresses sont dans l'ordre bit de poids fort vers bit de poids faible, on peut en déduire que finalement l'adresse témoigne d'une certaine priorité, puisque plus vous avez une adresse basse, moins vous avez de chances de détecter les mismatchs, et donc en quelque sorte plus vous êtes prioritaire sur le bus. C'est un peu artificiel hein, parce que normalement il n'y a pas vraiment cette notion de priorité, mais en fin de compte, le mécanisme de gestion de conflit fait que quand on a une adresse faible, on a moins de chances de détecter un mismatch, parce qu'on commence toujours par envoyer des zéros. Quand on a une adresse basse, on commence toujours par envoyer des zéros. Et quand on envoie des zéros, on ne peut pas détecter de mismatch. Il n'y a que quand on commence à envoyer des 1 qu'on peut éventuellement détecter un mismatch. Dernière slide. Comment ça se passe d'un point de vue soft, cette histoire d'I2C? Eh ben, on a une bibliothèque en fait qui s'appelle wire.h, qui est une bibliothèque dédiée à ça. Donc wire.h, on va regarder ça sur voilà, wire.h, librairie Arduino Wire. Et donc vous avez un certain nombre de fonctions avec cette librairie Wire qui sont begin, request from, begin transmission, end transmission, etc., write, available, etc., qui sont des fonctions qui sont après décrites. Hein. Vous pouvez cliquer ici pour voir par exemple available, qu'est-ce que ça fait. Available, ça retourne le nombre de bits available quand vous faites un read. Quand vous faites un read, vous essayez de voir combien vous avez de bits available. Donc vous pouvez lire ça, hein, voilà, vous avez à include le wire.h. Une fois que vous avez include le wire.h, vous utilisez des fonctions. Et puis là, vous avez quelques exemples, par exemple un potentiomètre digital, un potentiomètre numérique I2C, où vous allez retrouver quelques exemples. Donc ça, c'est le potentiomètre numérique, et quelques exemples de code. Donc là, il est bien connecté en I2C hein, via SDA et SCL. Et voilà, vous avez le code. Vous voyez comment ça se passe globalement dans le code. On fait un include wire.h pour dire qu'on veut utiliser l'I2C. Dans le setup, on utilise begin pour démarrer la communication I2C, pour initier la communication I2C. Et puis après, on utilise begin transmission pour transmettre une valeur au device. Donc ça, c'est typiquement l'adresse du device. Et puis après, on fait du write. On peut rajouter, écrire des bytes, des instructions. Écrire une valeur. Et puis après, on peut aussi attendre. Avec un read, on peut récupérer. Donc voilà comment ça se passe d'un point de vue soft. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la fin d'une transmission I2C peut se détecter alors soit par scrutation. Donc dans ce cas-là, c'est le wire available. Est-ce qu'il y a quelque chose d'available ou pas? Mais vous pouvez aussi utiliser les interruptions. Donc il y a un vecteur d'interruption dédié à l'I2C, le T2Wire Interrupt Vector qui est là, et qui indique la fin d'une transmission. Donc c'est une interruption, c'est un flag d'interruption qui est généré quand une transmission est terminée et qui peut être utilisé dans une sous-routine d'interruption, comme toute autre flag d'interruption, pour gérer un peu ce qui se passe quand une transmission est terminée. Donc, évidemment, comme d'hab, c'est plus élégant de faire ça par interruption. Maintenant, pour simplifier, pour la prise en main et tout ça, on va l'utiliser comme ça. Et en réalité, on va même pas utiliser directement le wire, puisqu'on va utiliser des bibliothèques dédiées pour chacun des capteurs I2C. Donc vous n'allez même pas directement utiliser wire. Par contre, si vous allez regarder plus en détail dans les bibliothèques, vous allez voir que c'est ce wire qui est utilisé. Donc voilà pour l'I2C. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il nous reste un protocole de communication à regarder d'un petit peu plus près, qui est le protocole SPI. Donc ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Voilà. Donc à tout de suite.